Ronnie James Dio est décédé en 2010, mais l'histoire qu'il a laissée ne s'est pas terminée avec son dernier souffle. La musique s'est arrêtée, mais son studio privé est resté exactement tel qu'il l'avait laissé figé dans le temps derrière une porte verrouillée que sa femme Wendy Dio ne pouvait se résoudre à rouvrir. Année après année, cette pièce gardait discrètement des chansons inachevées, des piles de notes manuscrites et d'innombrables enregistrements de décennies de performances à travers le monde, préservant les dernières pensées créatives de l'une des voix les plus légendaires du heavy metal. Finalement, la question à laquelle personne ne voulait répondre ne pouvait plus être évitée. Que devrait devenir l'œuvre inachevée, laissée par un artiste qui a passé toute sa vie à refuser de publier autre chose que son meilleur? La décision qui a suivi a divisé la propre base de fans de Ronnie d'une manière que peu de gens auraient jamais imaginé possible. Certains pensaient que chaque enregistrement restant méritait d'être entendu aussi incomplet, soit-il simplement parce qu'il contenait la voix de Ronnie. D'autres ont soutenu avec autant de passion que la publication de matériel inachevé violerait tout ce qu'il défendait en tant qu'artiste. Le débat est devenu si houleux que même l'un des magazines de heavy metal les plus respectés a déclaré ouvertement que les sorties posthumes constantes devaient cesser, prouvant que la bataille pour l'héritage de Ronnie James Dio était devenue encore plus émouvante après sa mort qu'elle ne l'avait jamais été au cours de son extraordinaire carrière. L'histoire a véritablement commencé dans une pièce calme, à laquelle Wendy Dio ne pouvait tout simplement pas faire face. Après le décès de Ronnie le 16 mai 2010, elle a pris une décision qui a surpris de nombreuses personnes dans l'industrie musicale. Au lieu d'organiser immédiatement ses enregistrements, de rechercher des inédits ou de préparer des albums hommages, elle a discrètement fermé la porte de son studio personnel et s'est éloignée. Des années plus tard, elle a admis lors d'entretiens qu'elle n'avait jamais été assez forte émotionnellement pour rentrer à l'intérieur, car tout dans cette pièce donnait toujours l'impression que Ronnie pouvait revenir à tout moment pour terminer ce qu'il avait commencé. Derrière cette porte fermée se trouvait bien plus que du matériel oublié ou des instruments poussiéreux. Wendy a révélé plus tard que Ronnie avait travaillé sur environ 6 chansons inachevées aux côtés de 2 de ses collaborateurs, de longue date, le guitariste Doug Aldrich et le bassiste Jimmy Bain. Ces chansons restaient incomplètes, reposant à côté de boîtes remplies d'enregistrements de concerts live collectés lors de performances en Russie, au Brésil, en Europe, en Amérique du Nord et dans presque tous les coins du monde où Ronnie avait passé des décennies devant des milliers de fans dévoués. Ensemble, ces bandes représentaient non seulement de la musique, mais toute une vie de performances inoubliables, attendant silencieusement dans les réserves. Ces enregistrements inachevés ont révélé quelque chose de profondément important dans le processus créatif de Ronnie. Il n'a jamais cru qu'une chanson était terminée simplement parce qu'elle avait été écrite ou enregistrée. Chaque parole, chaque phrase vocale, chaque arrangement de guitare et chaque détail musical devait répondre aux normes incroyablement élevées qu'il exigeait de lui-même avant de le considérer comme digne d'atteindre son public. Pour Ronnie, la perfection n'a jamais été un objectif facultatif. C'était tout simplement la seule destination acceptable. Wendy l'a compris mieux que quiconque. Elle a expliqué à plusieurs reprises que Ronnie avait toujours été un perfectionniste, quelqu'un qui continuait à peaufiner une chanson jusqu'à ce qu'il croie sincèrement qu'elle représentait le meilleur qu'il pouvait créer. Pour cette raison, elle a refusé de publier son matériel inachevé simplement pour satisfaire la curiosité du public ou générer un succès commercial grâce à son célèbre nom. Si Ronnie lui-même n'avait pas approuvé ses enregistrements, alors elle pensait qu'il n'avait aucune raison de faire partie de son héritage officiel. Ce choix contrastait remarquablement avec ce qui arrive si souvent après la mort d'un musicien célèbre. Dans de nombreux cas, des démos inachevées, des prises de voix grossières, des paroles incomplètes et des idées abandonnées sont rapidement rassemblées en albums posthumes en quelques mois, permettant aux maisons de disques de capitaliser sur le chagrin du public alors que l'intérêt reste élevé. Wendy a complètement rejeté cette approche. Plutôt que de précipiter sur le marché une musique inachevée, elle a choisi la patience, le silence et le respect, même si elle savait que de nombreux fans voulaient désespérément entendre toutes les notes restantes que Ronnie avait jamais enregistrées. Pendant des années, absolument rien n'a changé. Il n'y a pas eu d'album studio posthume précipité construit à partir de fragments. Il n'y avait pas d'enregistrement fortement édité et artificiellement complété par des producteurs extérieurs, espérant imaginer ce que Ronnie aurait pu vouloir. Au lieu de cela, le studio était resté verrouillé, son contenu intact, tandis que Wendy portait tranquillement le poids émotionnel de la protection du dernier chapitre créatif de l'homme qu'elle aimait depuis des décennies.
Ce niveau de retenue est presque inconnu dans une industrie où le travail inachevé devient souvent une opportunité commerciale presque immédiatement après le décès d'un artiste. Wendy a toujours fait valoir un point absolument clair. Si ses chansons restantes ne pouvaient honnêtement pas ressembler à la musique que Ronnie lui-même aurait fièrement publiée, alors le public ne les entendrait jamais, peu importe à quel point les fans exigeaient le contraire. Préserver ses standards artistiques importait plus que satisfaire sa curiosité. Pourtant, même si ces enregistrements inachevés ont attiré énormément d'attention, ils ne représentaient qu'une partie d'une histoire beaucoup plus vaste entourant la vie remarquable et l'héritage durable de Ronnie James Dio. Bien avant que les questions sur la musique inédite n'existent, un autre mystère suivait Ronnie presque depuis le début de sa carrière. C'était une question qui fascinait les fans qui connaissaient très peu son personnage scénique mais très peu le jeune homme derrière lui. Comment un garçon italo-américain du nord de l'État de New York est-il finalement devenu connu dans le monde entier sous un nom de scène lié non pas à la mythologie ou à la religion, mais à une figure réelle associée au crime organisé? La réponse s'est avérée bien plus étrange que ce à quoi la plupart des gens s'attendaient. Ronnie James Dio est entré dans le monde non pas du tout sous le nom de Ronnie James Dio, mais sous le nom de Ronald James Padavona, né le 10 juillet 1942 à Portsmouth, New Hampshire. Bien que son lieu de naissance soit le New Hampshire, il a passé la majeure partie de son enfance à Cortland, New York, au sein d'une famille italo-américaine très unie, qui valorisait la discipline, la tradition et le travail acharné. Son père a encouragé la musique dès son plus jeune âge, initiant le jeune Ronald à la trompette et au corps d'harmonie bien avant qu'il n'imagine se tenir derrière un microphone comme l'un des plus grands chanteurs de rock. À l'âge étonnant de 5 ans, Ronnie se produisait déjà devant le public. Ce début remarquablement précoce lui a donné des années d'expérience musicale avant même que de nombreux futurs artistes ne découvrent leur amour pour la musique. Alors que d'innombrables chanteurs sont montés sur scène pour la première fois au cours de leur adolescence, Ronnie avait déjà appris à commander un public alors qu'il était encore enfant. Ses premières expériences ont tranquillement construit la confiance, la discipline et le professionnalisme qui définiraient finalement une carrière de plus d'un demi-siècle. Bien avant que le public n'associe Ronnie au dragon, à la fantaisie, aux légendes médiévales et à l'imagerie mystique, son avenir semblait destiné à une direction totalement différente. Il s'est inscrit à l'université de Buffalo avec l'intention d'étudier la pharmacologie, exerçant le genre de profession sûre et respectée que de nombreux parents espéraient que leurs enfants choisiraient à cette époque. La médecine promettait la stabilité, tandis que la musique offrait l'incertitude. Pourtant, aussi pratique que cette voie paraisse, l'attrait du spectacle s'est avéré impossible à ignorer pour Ronnie. Alors que les années 1950 touchaient à leur fin, Ronnie prit la décision qui allait changer toute sa vie. Il a laissé derrière lui l'avenir plus sûr que d'autres avaient imaginé pour lui et s'est entièrement consacré à la musique. À la même époque, il adopte également le nom de scène qui deviendra légendaire tout au long de l'histoire du heavy metal. Contrairement à la croyance populaire, le nom Dio, le mot italien signifiant Dieu, n'a jamais été choisi comme déclaration religieuse dramatique ou symbole mystique. Au lieu de cela, Ronnie a emprunté le nom à Johnny Dio, une véritable figure de la mafia, dont la réputation était largement connue à cette époque. Le choix n'avait pas grand-chose à voir avec le crime organisé lui-même, et bien plus avec le simple fait que le nom restait dans l'esprit de Ronnie et portait une sonorité mémorable. Il reste l'un des détails les plus inhabituels de l'histoire du rock, l'un des artistes les plus mythiques et les plus grands que nature du heavy metal, a construit son identité légendaire en s'inspirant non pas de légendes anciennes, mais d'un associé de la mafia du monde réel. Même les premiers groupes de Ronnie ne donnaient presque aucune idée de l'icône musicale qu'il allait devenir. Des groupes tels que Ronnie and the Redcaps ont interprété de la musique rockabilly et doo-wop divertissant, un petit public dans des clubs modestes très éloignés des thèmes épiques et fantastiques qui définiront plus tard son écriture. Il n'y avait pas d'histoire grandiose, de sorciers, de démons ou de royaumes lointains. Au lieu de cela, ces premières années ont été marquées par des déplacements interminables, des salles minuscules, des budgets limités et la difficile réalité à laquelle sont confrontés des milliers de musiciens en difficulté, espérant simplement survivre une semaine de plus. Tout a progressivement commencé à changer après que Ronnie ait formé le groupe Elf. Tout en étant toujours ancré dans le hard rock, Elf lui a permis d'explorer des idées musicales plus lourdes et de mettre en valeur l'extraordinaire puissance vocale qui allait bientôt attirer l'attention du plus grand nombre. Plus important encore, les performances du groupe ont finalement atteint un homme dont l'influence allait définitivement modifier la carrière de Ronnie.
L'ancien guitariste de Deep Purple Ritchie Blackmore a reconnu quelque chose d'exceptionnel dans la voix de Ronnie, ouvrant ainsi la porte à l'une des collaborations les plus importantes du heavy metal. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est combien de temps Ronnie a lutté avant que cette percée n'arrive enfin. Au moment où Rainbow est entré dans sa vie, il avait déjà passé près de 20 ans à se produire dans de petits clubs, à tourner sans relâche, à faire face aux déceptions et à gagner lentement chaque opportunité grâce à sa persévérance plutôt qu'à la chance. Ces années difficiles ont façonné toute sa vision du succès. Contrairement aux artistes devenus célèbres presque du jour au lendemain, Ronnie comprenait exactement à quel point le succès pouvait être fragile, parce qu'il avait passé des décennies à se battre simplement pour avoir une chance de l'atteindre. En 1950, Ritchie Blackmore a invité Ronnie à devenir le chanteur principal de son nouveau groupe Rainbow. Sur le papier, le partenariat semblait peu conventionnel. Blackmore a apporté des influences profondément classiques de la guitare, tandis que Ronnie a apporté un don extraordinaire pour tisser la mythologie, la fantaisie et la narration dans ses paroles. Ensemble, ils ont créé quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre dans le heavy metal, combinant brio technique et écriture imaginative, qui a transporté les auditeurs dans des mondes remplis de magie, de héros et de légendes inoubliables. 10 albums tels que Rainbow Rising et Long Live Rock'n'Roll en fait de Rainbow l'un des groupes déterminants des premiers groupes de heavy metal. La voix d'opéra, envolée de Ronnie, est devenue indissociable des chansons remplies de sorciers, de châteaux de dragons d'arc-en-ciel et de batailles épiques entre la lumière et les ténèbres. Sa capacité à transformer la fantaisie en une musique émotionnellement puissante a donné à Rainbow une identité unique qui distingue le groupe de presque tous les autres groupes de rock de sa génération. Pour de nombreux fans, la voix de Ronnie est devenue le son de l'imagination elle-même. Malgré leur extraordinaire alchimie créative, le partenariat a lentement commencé à se séparer. La séparation n'est pas le résultat d'une confrontation explosive ou d'un débat public dramatique. Au lieu de cela, Ritchie Blackmore a progressivement développé un intérêt plus marqué pour la création de musique avec un plus grand attrait commercial et un potentiel radiophonique plus large, en particulier à mesure que les travaux commençaient à évoluer vers ce qui allait devenir Down to Earth. Ronnie, cependant, reste profondément attaché à la narration épique et aux thèmes mystiques qui sont devenus au cœur de son identité artistique. Plutôt qu'une dispute dramatique, la relation a simplement évolué vers deux musiciens remarquables, réalisant qu'ils envisageaient des avenirs très différents. Tous deux respectaient l'immense talent de chacun, mais chacun voulait aller dans une direction que l'autre ne souhaitait plus suivre. Au moment de la sortie de Down to Earth en 1969, Ronnie avait déjà quitté Rainbow, laissant derrière lui le groupe dont il avait contribué à façonner l'identité, et laissant la place à un autre chanteur pour entamer un nouveau chapitre. Pour d'innombrables musiciens, un tel départ aurait pu marquer la fin progressive d'une carrière impressionnante. Un chanteur doué quitte un groupe à succès après des divergences créatives, et les projecteurs se déplacent lentement ailleurs. Beaucoup pensaient que les plus grandes réalisations de Ronnie appartenaient déjà au passé. Rares sont ceux qui auraient pu imaginer que son départ de Rainbow n'était pas le dernier chapitre de son histoire, mais simplement la porte menant à la plus grande opportunité de toute sa vie. En seulement quelques mois, Ronnie James Dio s'est retrouvé sérieusement envisagé pour un rôle que presque tout le monde croyait impossible à remplir. Le groupe le plus influent du heavy metal avait soudain besoin d'une nouvelle voix après le départ de l'un des plus grands chanteurs que le genre ait jamais connu. Le défi qui attendait Ronnie ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais affronté auparavant. Il était sur le point de tenter ce que d'innombrables fans pensaient tout simplement impossible, remplacer une légende que beaucoup considéraient comme complètement irremplaçable. Plus tard, en 1999, Ronnie rejoint Black Sabbath, remplaçant Ozzy Osbourne, le leader original du groupe et l'une des voix les plus reconnaissables du rock. À l'époque, cela ressemblait moins à une opportunité qu'à un piège. Ozzy n'était pas seulement un chanteur, il était l'identité du groupe dans l'esprit de nombreux fans, et le remplacer semblait être un travail construit pour échouer. Au lieu de cela, Ronnie a complètement réinventé le son de Black Sabbath. Les albums Heaven and Hell en 1950 et Mob Rules en 1941 ont donné au groupe un deuxième sommet créatif, prouvant que le son de Sabbath pouvait survivre sans son chanteur d'origine, ce que presque personne n'avait prédit. Les deux disques étaient des succès critiques à l'époque, et tous deux sont toujours régulièrement classés parmi les œuvres les plus fortes que le groupe ait jamais produites, y compris l'ère Ozzy. Le style lyrique mythologique de Ronnie le même, qui ne correspondait pas à la nouvelle direction de Blackmore, s'est avéré être exactement ce dont Sabbath avait besoin à ce moment-là.
C'est également à cette époque que Ronnie introduit le geste de la main des cornes du diable, désormais reconnu dans les shows métal du monde entier. Selon Ronnie lui-même, il a appris ce geste de sa grand-mère italienne, qu'il utilisait comme une superstition pour conjurer le mauvais œil. Il l'a introduit dans ses concerts, et il s'est répandu bien au-delà du sabbat, devenant l'un des symboles les plus universels du genre, compris par les fans, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Étant donné à quel point les choses se déroulaient bien sur le plan créatif, on pourrait s'attendre à ce que cette programmation dure des années. Ce n'est pas le cas. Derrière les 2 albums qui ont sauvé l'élan de Sabbath, la tension montait déjà et elle ne resterait pas très longtemps en coulisses. 2 retrouvailles, 2 débrayages. La sortie de Ronnie de Black Sabbath en 1982 s'est résumée à une dispute au sujet d'un album live. Sabbath voulait sortir un disque live et Ronnie et le batteur Vinny Appice se sont opposés à la façon dont leurs camarades du groupe voulaient gérer le mixage, estimant que leur contribution n'était pas représentée correctement. Plutôt que de faire des compromis, Ronnie et Appice ont marché, et Ronnie a ensuite formé son propre groupe simplement appelé Dio, sortant Holy Diver en 1983 avec un succès solo majeur. Ce n'était pas la dernière fois que Ronnie et Sabbath essayaient de faire fonctionner les choses. En 1992, elle retrouve le groupe pour un album intitulé Dehumanizer, mais les mêmes vieilles tensions refont surface presque immédiatement, et les retrouvailles produisent exactement un disque avant de s'effondrer à nouveau. Cet album a laissé derrière lui une étrange anecdote. Une chanson des sessions intitulée Time Machine s'est retrouvée sur la bande originale du film comique Wayne's World, donnant à Ronnie une note de bas de page improbable sur la culture pop au milieu de tous les drames internes du groupe. 2 tentatives, 2 débrayages, et les 2 fois pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec un manque de talent, mais plutôt avec la façon dont le crédit et le contrôle ont été partagés. La 3e tentative semblait plus prometteuse. En 2006, Ronnie retrouve à nouveau Tony Iommi Geezer Butler et Vinny Appice, cette fois en tournée sous le nom de Heaven and Hell, spécifiquement pour séparer cette programmation de la version australienne de Sabbath, évitant toute confusion ou conflit avec l'autre camp. Ils ont enregistré de nouvelles chansons pour une compilation intitulée The Dio Years, et en 2009 ont sorti un album studio complet, intitulé The Devil You Know, leur premier disque entièrement nouveau, ensemble depuis des décennies, qui a reçu de fortes critiques de la part des critiques qui ne s'attendaient pas à ce que cette formation ait encore quelque chose à prouver. Durant la tournée de promotion de cet album, quelque chose n'allait clairement pas chez Ronnie, même si personne autour de lui ne savait encore exactement quoi. Il souffrait vraiment physiquement certains soirs, il passait en coulisses, avant de continuer à se produire de toute façon, passant à travers des sets entiers, alors que ses propres camarades du groupe n'avaient aucune idée à quel point cela avait réellement mal tourné. Louis et Wendy ayant déjà consulté un spécialiste pour des problèmes digestifs persistants avant la tournée, et les tests de l'époque n'ont rien trouvé, vérifiant son cœur, et lui faisant subir une série d'examens qui se sont tous révélés clairs. La tournée s'est donc poursuivie, jusqu'à ce qui allait devenir le dernier concert de Ronnie, le 29 août 2009 à Atlantic City. Personne dans cette salle ne savait que c'était la dernière fois qu'il le verrait jouer en live. Le diagnostic posé 6 mois, avant la fin quelques mois seulement après ce dernier spectacle, en novembre 2009, Ronnie a reçu un diagnostic de cancer de l'estomac. La déclaration publique initiale de son camp le décrivait comme un diagnostic précoce. Et le traitement a immédiatement commencé à la clinique Mayo, dans l'espoir que Ronnie serait de retour sur scène d'ici peu. La réalité était plus dure que ne le suggérait cette première déclaration. Ceylon Geezer Butler, membre du groupe, au moment où les médecins ont réellement compris ce qui n'allait pas, le cancer avait déjà atteint le stade 4 et était inopérable. Les médecins auraient dit à la famille que si Ronnie était venu pour une coloscopie 1 an ou 2 plus tôt, le traitement aurait pu fonctionner. Au lieu de cela, des mois de symptômes mal interprétés et une tournée qui ne s'arrêtait pas, qui avait pris du temps dont personne ne se rendait compte, s'épuisait. Ronnie a déménagé au MD Anderson Cancer Center à Houston pour y suivre un traitement subissant des séries agressives de chimiothérapie, tout en continuant à parler publiquement de la nécessité de vaincre la maladie. Malgré la gravité du diagnostic, il s'est resté publiquement optimiste, jurant à un moment donné qu'il allait vaincre complètement la maladie. En avril 2010, il a fait une dernière apparition publique, se présentant en personne au Revolver Golden Gods Awards pour accepter l'honneur du meilleur chanteur de métal. Pour de nombreux fans qui regardaient cette apparition, a suscité un réel espoir qu'il pourrait réellement s'en sortir, car il se ressemblait beaucoup plus que prévu après des mois de traitement. Il ne l'a pas fait. Ronnie James Dio est décédé le 16 mai 2010 à l'âge de 67 ans,
avec des amis proches et des membres de sa famille, capables de faire leurs adieux en privé au préalable. La déclaration publique de Wendy a ensuite décrit son cœur comme brisé, tout en soulignant à quel point Ronnie avait été aimé par les fans du monde entier. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. À bien des égards, ce n'était que le début d'une situation beaucoup plus compliquée, car décider quoi faire de tout ce que Ronnie avait construit après son départ s'est avéré beaucoup plus compliqué et bien plus controversé que prévu. Une décision qui a divisé ses fans en deux. Après la mort de Ronnie, Wendy a pris le contrôle total de son héritage, continuant à diriger Niji Entertainment, le label et la société de gestion qu'ils avaient bâti ensemble des années plus tôt. Elle a également dû mettre fin publiquement aux rumeurs persistantes sur Internet, selon lesquelles elle et Ronnie auraient secrètement divorcé à un moment donné, ce qu'elle a catégoriquement nié à chaque fois que cela refait surface, insistant sur le fait qu'ils étaient ensemble jusqu'au jour de sa mort. L'une des premières mesures majeures après le décès de Ronnie a été la création du Ronnie James Dio Stand Up and Shout Cancer Fund, qui a depuis collecté plus de 2 millions de dollars pour la recherche et la sensibilisation au cancer, grâce à des événements de collecte de fonds annuels comme Ride for Ronnie et Ball for Ronnie qui se sont poursuivis jusqu'à ce jour, attirant des musiciens et des fans qui n'ont jamais eu la chance de lui dire au revoir correctement de son vivant. Un album hommage a suivi des années plus tard, mettant en vedette des artistes comme Metallica et Rob Halford, reprenant les chansons de Ronnie, les bénéfices étant reversés à cette même cause. Puis est arrivée la décision qui a divisé les gens. En 2010, une société appelée Illusion a construit un hologramme de Ronnie et l'a présenté devant une foule de plus de 75 000 personnes lors d'un festival en Allemagne. 3 ans plus tard, cet hologramme est parti en tournée, se produisant aux côtés d'un groupe d'accompagnement live composé d'anciens collaborateurs de Dio et Sabbath, utilisant les véritables enregistrements vocaux de Ronnie tirés de sa carrière plutôt que n'importe quel type de voix synthétisée. La réaction a été brutale par endroits. Une publication majeure de Metal Kerrang a qualifié l'ensemble du projet d'horrible et a carrément déclaré qu'il devait s'arrêter, le décrivant comme une imitation sans vie, utilisée pour vendre des billets à des gens qui ne pouvaient pas accepter que Ronnie soit parti et se demandant s'il était même éthique de mettre une version numérique d'un artiste mort dans une tournée payante en premier lieu. Wendy a défendu publiquement le projet, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un hommage et que les fans qui sont venus le voir l'ont adoré. Mais en privé, les chiffres racontaient leur propre histoire. La construction de l'hologramme aurait coûté plus de 2 millions de dollars et de son propre aveu des années plus tard, cet argent n'avait toujours pas été récupéré. Finalement, Wendy a mis fin aux futures tournées d'hologrammes, qualifiant tout cela d'expérience qu'elle n'était pas intéressée à répéter. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers l'utilisation de séquences cinématographiques restaurées de Ronnie, à partir d'anciens enregistrements de concerts multicaméra associés à des effets spéciaux aux côtés d'un groupe live, une version de l'émission avec laquelle elle pensait que les fans se connecteraient plus honnêtement qu'une projection numérique ne le pourrait jamais. Goa n'est pas la seule façon pour les archives de Ronnie de refaire surface en silence. En 2020, un ancien enregistrement live d'un concert de 1986 à Philadelphie a été retiré du coffre-fort et sorti pour la première fois, offrant aux fans une toute nouvelle pièce de son catalogue des décennies après sa représentation. C'est un exemple plus petit et plus silencieux que l'hologramme, mais il montre le même motif. Des éléments de la carrière de Ronnie ont continué à émerger des années après sa mort. Certains sont célébrés, d'autres controversés. Presque rien de tout cela n'était planifié à l'avance. Au cours des années qui ont suivi, l'histoire de Ronnie n'a cessé de s'étendre grâce à des moyens plus personnels également. En 2021, une autobiographie posthume, construite à partir de ses propres notes et souvenirs coécrites avec le journaliste Mick Wall, a donné pour la première fois aux fans sa version de décennies d'histoire dans ses propres mots. Un an plus tard, un documentaire a suivi qui, selon Wendy, était conçu pour enfin permettre aux gens de comprendre le personnage de l'homme derrière la scène, car elle avait le sentiment qu'il avait été négligé de son vivant pour l'apprécier. Ce même projet l'aurait fait pleurer, la première fois qu'elle aurait vu comment Ronnie était représenté à l'écran. Wendy a également expliqué à quel point Ronnie gardait ses amitiés les plus proches hors des projecteurs, mentionnant de véritables liens avec Rob Halford, de Judas Priest, et Lemmy Kilmister, de Motorhead, 2 autres leaders plus grands que nature, qui ont apparemment choisi leurs amis avec autant de soin que Ronnie. Cette amitié avec Lemmy était suffisamment profonde pour que Wendy soit là en personne seulement 2 heures avant le décès de Lemmy lui-même, en 2015. Un détail qui en dit long sur le petit et étroit cercle de voix légendaires qui se trouvait derrière la musique.
Entre le coffre-fort qui est resté verrouillé pendant des années, l'hologramme qui a divisé sa propre base de fans, et tout ce qui est encore découvert et publié bien après 2010, une chose est claire. L'histoire de Ronnie James Dio ne s'est pas terminée le jour de sa mort. Donc si l'expérience de l'hologramme est officiellement terminée et que de vraies chansons inachevées restent intactes dans ce même studio, que pensez-vous qui devrait réellement arriver à la musique que Ronnie n'a jamais pu terminer? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette révélation, écrasez ce bouton, commentez, et abonnez-vous pour plus d'histoires hollywoodiennes inédites, et appuyez sur la cloche pour ne jamais en manquer une goutte. Vous en voulez plus? Découvrez une autre de nos vidéos. Merci d'avoir regardé.